Nous sommes au match du siècle, championnat du monde 1972, troisième partie. Avec les Blancs, le champion en titre Boris Spassky ouvre avec un D4. Son challenger, Robert James Fischer, répond par cavalier F6. La partie se poursuit avec deux C4 et au lieu de jouer son indienne du roi favorite, Fischer opte pour la défense nimzo-indienne. Mais Spassky refuse d'entrer dans cette ligne et l'évite avec cavalier F3. L'Américain choisit alors la défense Benoni en jouant C5. Le pion avance, les échanges se poursuivent et la structure se ferme avec D6. Le développement continue avec cavalier C3 et G6, préparant le développement du fou sur cette puissante diagonale. Pour bien comprendre les prochains coups, il est essentiel de saisir cette structure de pion typique du Benoni, qui ne se limite pas à cette ouverture, mais peut aussi apparaître dans d'autres systèmes, comme la partie espagnole. Les Blancs possèdent deux pions centraux contre un détail qui pourrait sembler anodin, mais qui constitue en réalité un avantage stratégique majeur. Si, au bon moment, le pion E avance et parvient à percer avec E5, les Noirs risquent de se retrouver dans une situation délicate. En compensation, les Noirs disposent d'une majorité de pions à l'aile dame, avec 3 contre 2, qui, si elle parvient à avancer dans de bonnes conditions, pourrait à son tour poser de sérieux problèmes aux Blancs. Ainsi commence une bataille stratégique complexe. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi ces majorités de pions sont-elles si importantes ? Cet exemple va vous aider à mieux en saisir l'impact. C'est au tour de Spassky. Il pourrait jouer E4 sans difficulté, mais ce cavalier joue un rôle essentiel. Il pourrait donc hésiter à l'avancer, car cela permettrait aux Noirs d'éliminer cette pièce avec fou G4. C'est pourquoi Spassky décide de reculer son cavalier en D2 avant d'avancer son pion central, un coup qui pourrait sembler étrange à première vue. Plutôt que de développer une nouvelle pièce, il rejoue la même et bloque même le développement de son fou. Mais cette décision a une raison stratégique précise. D'abord, il s'agit d'une ouverture semi-fermée, où le jeu est plus stratégique et lent que dans les positions ouvertes, ce qui permet ce genre de manœuvre. Ensuite, l'idée est d'amener le cavalier en C4, où il pourra se coordonner avec le fou en F4, exerçant une pression directe sur la case faible D6. Si les Blancs parviennent à installer cette menace, les Noirs risquent de se retrouver dans une position inconfortable. C'est pourquoi Fischer réagit immédiatement avec cavalier D7, s'assurant que si le cavalier blanc atteint C4, il pourra répondre avec cavalier B6, l'échanger et ainsi neutraliser la menace. Après ce petit détour stratégique, la partie revient maintenant sur des chemins de développement plus classiques. Les Blancs jouent E4, les Noirs poursuivent avec fou G7, suivi de fou E2, roc, roc, et Fischer mobilise sa tour sur la colonne semi-ouverte avec tour E8. Spassky souhaite maintenant compléter sa manœuvre en amenant son cavalier en C4, comme nous l'avons évoqué plus tôt. Cependant, il ne peut pas encore le faire, car cela laisserait son pion E4 sans défense. Pour y remédier, il joue d'abord Dame C2. Et ainsi, nous arrivons au premier moment critique de la partie. Contre toute attente, Fischer joue cavalier H5, un coup étonnant, surtout pour l'époque. L'idée des Noirs va à l'encontre de la sagesse conventionnelle. Ils permettent la prise du cavalier, acceptant de doubler les pions sur la colonne H et de détruire complètement leur structure de roc. Maintenant, pour comprendre pourquoi Fischer a joué un coup aussi risqué, et ce, lors d'un match de championnat du monde, il est essentiel d'analyser le contexte stratégique dans lequel il a été joué. Avant ce match, Fischer avait déjà affronté Spassky, et en dehors des parties nulles, le score était de 0-3 en faveur du champion soviétique. Au début de ce championnat du monde, Fischer avait perdu la première partie, et lors de la seconde, il ne s'était tout simplement pas présenté, perdant par forfait. Le score global était donc de 0-5,
et dans ce match pour le titre, Fischer était déjà mené 0-2. C'est pourquoi, dans cette troisième partie, l'Américain devait tout risquer pour arracher sa première victoire, un moment crucial s'il espérait renverser la situation. Que gagne Fischer en acceptant de doubler ses pions? Il ouvre des lignes d'attaque pour lancer une offensive rapide contre le roi blanc. La dame peut rapidement se déplacer en H4, tandis que le fou peut se coordonner avec elle depuis E5 ou D4. Le cavalier, quant à lui, peut rapidement rejoindre l'offensive. Le roi peut se déplacer dans le coin, permettant à la tour de prendre sa place sur la colonne G, où elle pourra potentiellement collaborer avec le fou en C8. De plus, le pion doublé en H5 peut même servir de bélier, ouvrant une brèche dans la position du roc blanc. En d'autres termes, Fischer a sacrifié sa structure de pion pour s'emparer de l'initiative. Les blancs poursuivent leur plan en amenant le cavalier en C4, attaquant la case D6. Cependant, les noirs avaient anticipé cette manœuvre et répliquent immédiatement avec cavalier E5 pour le repousser. Si les cavaliers sont échangés, Fischer reprendrait avec le fou qui deviendrait alors extrêmement actif sur ses diagonales. Spassky, conscient du danger, préfère donc reculer son cavalier en E3. Saisissant l'opportunité, la dame avance menaçante en H4. Le meilleur coup pour les blancs dans cette position est F3, empêchant le cavalier de sauter en G4. Cependant, comme Kasparov le raconte dans son livre My Great Predecessors, Spassky avait oublié son analyse après le surprenant cavalier H5 de Fischer. À cause de cela, il ne trouve pas la meilleure réponse et se contente simplement de développer son fou en D2. Fischer exploite immédiatement cette erreur et déplace son cavalier en G4, menaçant un mat direct sur H2. Spassky refuse d'affaiblir son aile roi avec H3, car après un éventuel échange de cavaliers, le fou noir pourrait ensuite se sacrifier en H3, anéantissant totalement la sécurité de son roi. Pour éliminer la menace de mat sur H2, Spassky décide d'échanger les cavaliers, après quoi les noirs reprennent avec le pion, le ramenant ainsi sur sa colonne d'origine. Anticipant un éventuel fou en E5, les blancs jouent fou F4, exerçant également une pression sur le pion D6. En réponse, la dame se replie en F6, à la fois pour défendre le pion et attaquer le fou. Nous arrivons maintenant à un moment critique de la partie. Le meilleur coup pour Spassky aurait été de poursuivre avec fou G3, et si les noirs tentaient H5 pour piéger le fou, une simple réponse par F3 aurait offert aux blancs une position solide. Remarquez que les pions sont placés sur des cases blanches, tandis que le fou est positionné sur des cases noires. Cependant, au lieu de jouer correctement, Spassky commet une erreur conceptuelle stupéfiante, presque inexplicable à ce niveau. Il choisit de défendre son fou avec G3. Ce coup est une gaffe positionnelle, car le pion bloque complètement l'aile roi des blancs, réduisant considérablement leur mobilité. De plus, ce choix fixe les pions sur la même couleur que le fou, ce qui signifie qu'il n'y a plus de pièces pour défendre les cases blanches autour du roi. De plus, ce coup affaiblit le pion E4. Mais pourquoi? Parce qu'un pion qui peut être attaqué et qui doit être défendu par des pièces plutôt que par un autre pion devient une faiblesse. Le pion E4 ne pourra plus jamais recevoir de soutien d'un pion, ce qui en fait une cible permanente. Comme on peut le voir, les blancs ne tirent aucun bénéfice de ce coup, tandis qu'ils accumulent de multiples désavantages. Maintenant que le centre et l'aile roi sont verrouillés, Fischer change de plan et transfère son attention vers l'aile dame avec fou D7. Ce n'est pas seulement un coup de développement. Les noirs menacent de jouer B5, cherchant à initier des actions là où ils sont les plus forts, c'est-à-dire sur l'aile dame grâce à leur majorité de pions 3 contre 2. Cette majorité ne doit pas avancer librement, c'est pourquoi Spassky tente de la freiner avec A4. Maintenant, Fischer ne veut pas tomber dans le même piège que les blancs ont rencontré sur l'aile roi. S'il joue immédiatement A6, les blancs répliqueraient par A5, restreignant l'aile dame
et gelant la majorité de pions noirs. Toute avancée ultérieure des noirs entraînerait une prise en passant, brisant ainsi la coordination des pions et affaiblissant leur structure. C'est pourquoi Fischer joue d'abord B6. Les blancs répondent par tour E1. C'est maintenant le bon moment pour les noirs de jouer A6, afin que, après que Spassky joue tour E2, Fischer puisse lancer une forte expansion à l'aile dame avec B5. Le joueur américain a un net avantage, comme s'il avait un pion de plus dans cette position. Les blancs continuent à doubler leur tour sur la colonne E, et si vous vous demandez pourquoi Spassky joue ainsi, c'est parce qu'il sait parfaitement que la case E4 est faible, et que Fischer va viser cette faiblesse, ce qu'il fait immédiatement avec dame G6. Spassky poursuit avec B3, et maintenant Fischer joue tour E7, se préparant à doubler ses tours sur la colonne E et à lancer une offensive totale contre le pion E4. Les blancs répondent par dame D3, exerçant une double pression sur B5. Pour le défendre, les noirs jouent tour B8. Maintenant que Fischer a déplacé sa tour de la colonne A, le champion russe décide d'échanger les pions. Les noirs reprennent avec le pion A, préservant ainsi leur mobilité sur l'aile dame. Cette mobilité des pions est dangereuse, car il est difficile de prévoir quand les noirs décideront de l'avancer. Pour l'arrêter, Spassky sacrifie un pion avec B4. Si Fischer capture, le cavalier blanc recule en A2, récupérant le pion et laissant le pion B5 isolé et bloqué. Cependant, l'Américain choisit plutôt d'avancer avec C4, s'assurant ainsi un pion passé protégé, un avantage positionnel majeur. La dame attaquée se replie en D2 et son rôle sur B8 étant terminé, la tour noire se déplace en E8. Spassky, avec peu d'options actives, joue simplement tour E3. Fischer pourrait déjà capturer le pion E4, et nous verrons cela sous peu. Mais d'abord, il joue H5. Le champion soviétique, totalement immobilisé, ramène sa tour en E2. Et maintenant, c'est le moment. Les noirs continuent avec fou prend C3, éliminant le cavalier. Une fois que les blancs reprennent avec la dame, le défenseur du pion E4 a disparu et ce pion tombe immédiatement. Toutes les tours sont échangées, et après la dernière prise, la dame reprend, nous conduisant à une position avec des fous de couleurs opposées. Si les dames étaient absentes de l'échiquier, la partie aboutirait probablement à une nulle facile, même avec un pion de moins. Cependant, avec les dames encore sur l'échiquier, la dynamique change complètement. Il n'y aura pas de nul. Au contraire, la partie se dirige vers un mat inévitable, car chaque camp va attaquer les cases faibles de l'adversaire, tandis que le fou adverse sera incapable de les défendre. Par exemple, si les blancs capturent le pion D6, la dame noire reprend en D5, menaçant de suivre avec fou C6, prenant le contrôle total de la diagonale sans aucune défense possible. Conscient de ce danger, Fischer rejette cette suite et joue fou H6, menaçant G7. Ce point doit être défendu, alors Spassky répond par dame G6. Le fou attaqué recule en C1, tentant de se coordonner avec la dame en B2, mais les noirs anticipent cette idée et l'annulent immédiatement en jouant dame B1, clouant le fou. Si le roi tente d'échapper au clouage avec roi G2, le fou se place en F5, menaçant d'envahir avec fou E4. Spassky sait qu'il ne peut pas rester piégé dans cette toile de cases blanches affaiblie, car Fischer finira par tisser un réseau de mates autour de lui. Il prend donc une décision audacieuse. Il marche avec son roi vers le centre en jouant roi F1. Malgré cela, le fou noir atteint tout de même F5. Le roi blanc continue son avancée vers E2, mais Fischer réagit immédiatement avec échec par dame E4. Les blancs bloquent l'échec avec dame E3, mais l'attaque se poursuit. La dame inflige un nouvel échec depuis C2. La dame reste en mode défensif, se déplaçant en D2, mais maintenant Fischer joue dame B3, renforçant son emprise sur la position.
Spassky ne doit plus seulement s'inquiéter de ses cases blanches affaiblies, mais aussi de l'avancée du pion C. Par exemple, s'il joue fou B2, il tombe immédiatement dans un mat forcé. Dame F3, forçant roi E1, Dame H1, forçant roi E2, fou D3, infligeant un échec, roi E3, seul coup possible, Dame E4, échec et mat. La position est extrêmement difficile à défendre, et au lieu de jouer fou D2, Spassky tente Dame D4, cherchant une possibilité de contre-attaque. S'il en a l'occasion, il pourrait riposter avec fou B2. Mais ce coup perd aussi face à fou D3, échec. Si le roi se déplace en E1, les noirs capturent un autre pion avec échec. Et si le roi se déplace en E3, Dame D1 suit, menaçant à la fois le fou et le mat en F3. Voyant qu'il n'y avait plus de salut, Spassky abandonna. Avec cette victoire, Fischer battait Spassky pour la première fois, marquant ainsi le début de son retour dans le match. J'espère que vous avez apprécié cette analyse. À bientôt dans la prochaine vidéo.